Donc, vas-y, Benoît. Oui, merci Francis. Voilà, c'est d'abord vous dire qu'on est toujours très heureux d'avoir le Cercle Action Internationale avec les invités aujourd'hui et avec cette thématique humanitaire qu'on connaît bien avec Francis et avec nos invités qui vont intervenir, que je salue au passage. Vous savez aussi que le CNDSI a entrepris un travail avec différents groupes de travail et que Thierry Van de Velde préside un travail qui va amener l'audition de fondations sur leur action internationale dans la solidarité humanitaire. Donc peut-être que, je dis ça pour Francis et l'équipe, peut-être qu'on aura intérêt à interviewer Thierry Van de Velde dans un prochain cercle Action internationale à la rentrée. Hein, ça serait intéressant, je pense. Voilà, vous dire qu'on a eu aussi une très bonne AG avec une table ronde où on a beaucoup parlé d'intérêt général. L'intérêt général qui se fait avec les pouvoirs publics, avec les acteurs privés que nous sommes, les fonds et fondations. Et voilà, effectivement, comme aussi vous annoncez qu'à partir de janvier 2023, Marion Lelouvier, directrice de la Fondation de l'Avenir, la bien nommée, sera présidente du CFF. Voilà, elle rentre comme vice-présidente, là, on fait 6 mois ensemble, et ensuite elle prendra le relais. Voilà, c'était un mot d'accueil pour vous dire bon travail, merci à nos invités qui vont intervenir, aux connexions et aux liens qui se font, puisque c'est vraiment l'une des missions premières du CFF, de mettre en réseau, de faire le lien, tout ça au service de l'intérêt général. Et j'en profite pour remercier Francis, qui nous aide à animer ce cercle avec Anne Fleury, qui j'espère n'est pas trop Covid, Anne, hein, puisque non. jeudi, ça va? Oui, ça va mieux. Voilà, et ben, je vais vous suivre de façon passive maintenant et je laisse la parole à Francis. Merci. Très bien, écoutez, bonjour. Comme vous le savez, le cercle a pour vocation de partager les pratiques des uns et des autres dans un certain nombre de domaines de l'action. Je vais juste demander à chacun des participants, parce que quand on regarde sur la visio, soit vous avez votre nom, soit vous avez votre fondation. Donc, juste dire qui vous êtes, votre fondation et ce qu'elle fait, mais en 3 mots, d'accord? Donc, je commence. Je vois Anne-Sophie, elle est où? Je crois que c'est moi. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Je prends la liste sur le côté par ordre. Allez-y, Anne-Sophie, vous êtes? Alors, bonjour à tous. Je représente la Fondation Roi et Canin. Donc voilà, qui a pour mission de mettre en avant les bénéfices des chiens et des chats dans la société en investissant dans des projets par lesquels ils peuvent contribuer à la santé humaine, donc chiens de détection médicale par exemple, ou d'assistance pour enfants autistes, entre autres. Okay. Une fondation créée en 2020, donc on est là pour apprendre de nos illustres prédécesseurs. Jeune fondation, reconnue d'utilité publique? Non, pardon, fonds de dotation. Fonds de dotation, d'accord. Ouais. Ensuite, Isabelle Cornu, qui s'appelle sur le Cornuisa. Isabelle, tu es là? Oui, je suis là, pardon. J'avais un petit problème de connexion. Je ne sais pas si, voilà. si vous m'entendez bien. On voit le haut de ta tête, c'est bien. Ah d'accord, ok. Voilà, je ne me voyais pas, je ne savais pas si j'étais cadrée. Ok, allez, 2 mots. Donc, fondation d'entreprise, Isabelle Cornu, donc fondation d'entreprise Forestia. Donc, c'est une société dans le secteur de l'automobile. Voilà, on est une fondation qui existe depuis 2020. Ensuite, Benoît, on le connaît. Ensuite, Gaëlle Claire-Grèce. Gaëlle, oui. Bonjour, je suis là. Voilà. Fondation de France, responsable de programme Solidarité internationale et urgence. Avec Karine. Tout à fait. Ok, ensuite on passe à Hubert. Aurélie. Alors, oui, Aurélie Hubert, Hubert étant mon nom, pardon. Voilà, donc je représente la fondation S, The Sanofi Collective, est une fondation de Sanofi qui s'articule autour de 3 programmes majeurs, la lutte contre le cancer des enfants, tout ce qui est lié aux nouvelles maladies dans le cadre des impacts du climat, et tout ce qui est donation de produits pour les personnes déplacées notamment, et de l'aide d'urgence. Voilà. Juste une question, c'est le nouveau fonds de dotation qui a remplacé la fondation Sanofi? Exactement.
ce qui a remplacé la fondation Espoir. Et Voilà. en fait, une nouvelle fondation a été créée avec vraiment… Un fonds de dotation. Exactement. Ouais. Exactement. OK. Ensuite, ça change tout le temps ma liste. Qui j'ai oublié? Gaël, on est passé. Hubert, on vient de le faire. Ingrid Druan, on l'a vu. Non, Ingrid, pardon. Elle est où, Ingrid Druan? Coucou. Elle se connecte. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour, désolé, j'ai eu un petit souci. J'ai un souci de caméra. J'ai eu aussi un souci, j'ai été déconnectée. Donc, Ingrid Rian, je travaille à la Fondation EDF, responsable opérationnel pour la solidarité internationale. Donc, nous, c'est surtout des projets d'accès à l'énergie dans les pays du Sud. D'accord. Ensuite, j'ai Julia. Donc, Oui, merci. elle est où, Donc, Julia? Ah oui, je la vois, voilà. je suis là. Donc, Julia Schweitzer et je représente le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Et donc, va s'exprimer tout à l'heure. Tout à fait. Tac, tac, tac. Lou Curien. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Eh ben, je suis Lou Curien au département Vulnérabilité et Inclusion à la Fondation de France. Et principalement, je suis là pour développer l'approche égalité des genres à la Fondation. Voilà. OK, collègue de De Lisa Poupeau. Ah oui, et voilà, Lisa Poupeau qui s'excuse de ne pas être là actuellement. Et c'est pour ça que… OK. Ensuite, on passe à Marie Fabre. Alors, oui, bonjour, je suis Marie-Pierre bonjour. Fabre. Oui, je représente le fonds de dotation Compagnie Fruitière qui a été fondé par l'entreprise Compagnie Fruitière à Marseille, qui est le premier producteur de fruits en Afrique, notamment de bananes et d'ananas. Et nous travaillons particulièrement aujourd'hui autour d'une nouvelle thématique qui est l'alimentation durable sur Marseille, mais aussi sur le continent africain. Bien, merci. Marion Duquesne. Bonjour, Marion Duquesne, voilà. le Fonds pour les femmes en Méditerranée, que je ne présenterai pas vu qu'il va être présenté par Julia. Voilà. Ensuite, Marion Schaeffer, connue de tous ici. Ah bon? Je ne sais pas. Je suis Marion Schaeffer, la déléguée générale de la Fondation Chanel en France et en Europe. Et donc, la Fondation Chanel, c'est une fondation d'entreprise qui travaille depuis 11 ans dans le monde pour créer les conditions permettant aux femmes et aux adolescentes d'être libres de façonner leur propre destin. Mais je vous en raconterai peut-être plus tout à l'heure puisqu'on va intervenir. On espère. Sophie Pouget. Bonjour à tous. Non, j'ai oublié, pardon. Olivier, pardon. Pas de souci. Donc, je suis Olivier Routot, je suis le directeur des opérations de Première Urgence Internationale. Et j'interviendrai tout à l'heure aussi. Bon. Sophie Pouget, je m'excuse, hein, ça Sophie. Sophie Pouget, je suis la déléguée générale de la Fondation Raja Daniel Marcovici, qui œuvre depuis 16 ans sur les sujets de droits des femmes et d'égalité femmes-hommes en France et dans le monde. Et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure également. Merci. Voilà, et pour terminer, à moins que j'ai oublié quelqu'un, vous me le direz, parce que ça sautille tellement dans ma colonne de droite. Virginie, qui va intervenir exactement quand elle aura fini de dire qui elle est. Exactement. Virginie Troy, moi je suis la directrice générale de la Fondation Croix-Rouge française. Voilà. Est-ce que j'ai oublié personne? Oui, moi. Qui c'est moi? Moi, Caroline Braque de la Perrière du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Je suis la directrice et c'est Julia qui va faire la présentation pour moi. Pour nous, pardon. Il y a du monde en Méditerranée, on dirait aujourd'hui. Ah bah ouais. Bon, allez, on commence. Allez, Virginie va nous présenter un peu de la recherche. Vous savez qu'en matière de philanthropie et en matière d'action humanitaire, pendant longtemps, on a manqué de recherche, et pas seulement de la recherche quantitative, mais qualitative. Donc, j'ai demandé à Virginie, qui est une experte, puisque sa fondation travaille sur la recherche, de nous présenter un petit panorama de l'état de l'art aujourd'hui. Virginie, je te laisse la parole.
Merci Francis. Oui, c'est avec grand plaisir qu'on participe à cette session. La question de la recherche n'est pas forcément souvent évoquée, surtout dans notre champ de l'action internationale. Je souhaite remercier particulièrement le CFF qui nous réunit parce que sur ces questions-là, effectivement, la manière dont les organisations de l'action humanitaire ou de l'action sociale vont institutionnaliser la recherche, ça peut être sur la forme de fonds et de fondations, ça peut être aussi sous d'autres formes, et c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, je pense que ça a effectivement du sens. Donc, merci beaucoup. La Fondation Croix-Rouge française, du coup, on a été créée en 2013, d'abord sous forme d'un fonds de dotation, et ensuite on a évolué en 2017 en fondation reconnue d'utilité publique. Oui, pardon, j'espère que personne n'aura trop de difficultés avec l'anglais, puisque la présentation est en anglais, mais ce que dit Virginie recoupe ces slides. Exactement. En fait, quand on a été créé, ça a été assez simple. On s'est rendu compte, du moins au sein de la Croix-Rouge française, qu'en tant qu'acteur humanitaire à l'international, plus en tant qu'acteur d'action sociale en France, sur toutes nos missions, en fait, on faisait face à des enjeux tellement immenses que là, on avait vraiment besoin d'institutionnaliser un espace pour la recherche. On se rend compte que nos équipes sont toujours la tête dans le guidon, beaucoup de mal à trouver des espaces pour prendre de la distance, mieux analyser ce qu'on fait, mieux comprendre notre environnement, tirer des enseignements de ce qu'on fait moins bien. Donc voilà, la Fondation a été créée vraiment sur ce constat-là. En plus, on a vraiment un souci qu'il faut peut-être mieux exprimer dans notre secteur, c'est que notre modèle économique ne nous permet pas, comme les grandes entreprises, d'investir massivement dans la recherche et le développement. Donc, pour financer la recherche, ce n'est pas évident en fait, de trouver une pérennité sur ces postes-là. Donc, le choix a été fait de créer la Fondation et de la focaliser sur les sciences humaines et sociales. Donc, on ne fait pas de médecine, par exemple. On va travailler avec les sciences humaines et sociales avec pour but d'améliorer les pratiques du champ de l'action humanitaire internationale. C'était notre première action. Hein. Donc, dans tout ce qu'on va faire, on va soutenir des chercheurs et développer des projets de recherche entre ces acteurs-là et entre le secteur académique. Alors, on a fait le choix des sciences humaines et sociales parce que ce sont des disciplines qui sont extrêmement importantes pour mieux comprendre, nous, la société autour de nous et les personnes auprès desquelles nous intervenons. Ça a été aussi très important de faire le choix de se dire on ne va pas nous faire les recherches nous-mêmes, on va travailler avec des chercheurs, donc on travaille sous forme de bourse et on va co-construire des projets avec les chercheurs et les connecter avec les pratiques. Bien sûr, notre ADN, hein, c'est l'intérêt général, un intérêt général avec une notion centrale, celle de bien commun. En recherche, vous avez toute une partie de la recherche qui n'est pas accessible aujourd'hui hein, parce qu'elle est payante, les publications sont payantes. Donc, tout ce qu'on va le faire, on va le mettre et on va le partager avec tout le monde, bien sûr notre champ professionnel et puis aussi les citoyens pour que tout ce qui peut être fait avec la Fondation soit partagé et circule. On a fait aussi le choix du français parce qu'on est dans un secteur qui est très dominé par l'anglais, vous le voyez bien avec ma présentation d'ailleurs. Et en fait, il y a toute une partie de la recherche, surtout qui est faite, par exemple, je pense au continent africain, avec des universités dans beaucoup de pays qui sont touchés par les crises. Leurs recherches sont assez mal intégrées aujourd'hui au débat mondial. Et donc, nous, on a souhaité mieux représenter cette diversité linguistique, mais c'est pour toutes les langues, c'est-à-dire nous, on plaide aussi pour travailler avec nos collègues hispanophones, lusophones, arabophones et mieux représenter voilà, ces universités-là. La manière dont on travaille, alors on ne va pas simplement travailler du tout pour la Croix-Rouge, on travaille en fait avec les acteurs, on va écouter les préoccupations, on va essayer de produire la recherche là où il y a des manques en fait. Donc on peut la co-construire soit avec des partenaires qui sont intéressés par un sujet ou par nos collègues d'autres associations, la Croix-Rouge évidemment puisque c'est notre maison mère, on a une initiative de la Croix-Rouge, mais pas seulement, c'est vraiment une co-construction générale avec nos champs professionnels entre acteurs humanitaires et puis champs académiques.
Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi notre environnement. Nous, on fait partie, donc la fondation de cette grande famille du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dès l'émergence de l'humanitaire moderne avec la Croix-Rouge fin du 19e, il y a eu cette relation avec le secteur universitaire. Quand la Croix-Rouge, le CICR, a commencé à construire sa mission sur les conventions de Genève, sur le droit international humanitaire, il l'a fait avec les universités. Donc, il y a eu toujours ce lien-là. Ensuite, le mouvement s'est déployé. Aujourd'hui, les Croix-Rouges et Croissants-Rouges sont présents dans 192 pays du monde, sur aussi des missions qui se sont élargies en contexte de conflit, en temps de paix, sur toutes les questions de santé, immigration, catastrophes, etc. Donc aussi une relation complexe, parce que comment aujourd'hui travailler de manière vraiment rationnelle ou rationalisée et pas seulement fragmentée sur plein de sujets pour renforcer ce lien à la recherche. Alors quand même, on avait un sujet sur la recherche sur l'action humanitaire en France. À l'étranger, vous connaissez certainement tous, soit des grands labos ou des instituts de recherche comme ODI, le Overseas Development Institute, par exemple, en Grande-Bretagne. Il y a des think tanks dans beaucoup de pays nordiques ou dans les pays américains. Il y a aussi au sein de très grosses universités comme Harvard des initiatives consacrées à l'humanitaire international. En France, ce n'est pas le cas. En France, c'est beaucoup plus fragmenté. Soit vous allez avoir des personnalités, des personnes, on va dire, réflexives ou qui sont universitaires au sein des ONG qui vont écrire et produire de la réflexion ou de la recherche, ou à travers nos masters, vous allez avoir des chercheurs qui travaillent dans différentes universités, mais il n'y a pas vraiment un centre de réflexion. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi du mal à valoriser ce qu'on fait avec le français et sur ces analyses-là. On a aussi été créé dans le sillage du sommet humanitaire mondial, c'est important, parce que les recommandations du sommet humanitaire mondial donc de 2016, c'était de reformuler l'humanitaire à l'écoute, notamment des acteurs locaux. Il y a eu la création du Grand Bargain, etc. Mais on était vraiment dans cette idée de reformulation. Et aujourd'hui, l'idée de la fondation, c'est de se dire comment on va pouvoir reformuler l'humanitaire sans faire rentrer dans la boucle les personnes qui réfléchissent en première ligne, surtout dans les pays qui sont affectés par les crises. Donc, nous, on s'est vraiment connectés pour être sûr qu'on a les universitaires, des universitaires qui sont sur le terrain aux côtés des humanitaires, qui soient de plus en plus connectés à cette réflexion sur cette reformulation de l'humanitaire. Voilà. Et depuis le sommet humanitaire, on a des couches de crise qui se juxtaposent, que nous, on a vécu à la Fondation, puisqu'on a commencé notre mission sur produire de la recherche, souvent en lien avec ces crises. Ça peut être sur Ebola, ensuite la Covid, on voit aussi sur les nouveaux conflits, et là jusqu'à l'Ukraine. On a aussi des scandales qui ont ébranlé aussi notre secteur, comme tout ce qui a touché les violences sexistes, et qui ont affecté certaines ONG de manière très profonde. Donc nous, en fait, on va se dire, dans tout cet environnement, dans toutes ces crises, il y a vraiment un espace important pour la recherche pour vraiment mieux comprendre et surtout graver les enseignements qui sont faits par les organisations. Juste là, pour illustrer, sur les chiffres qui ont pu être divulgués par le Global Humanitarian Assistance Report, justement en suivi du sommet mondial humanitaire, on a beaucoup parlé des chiffres sur les financements internationaux, là qui sont les financements des Nations Unies qui allaient aux acteurs locaux, mais quand on prend les institutions de recherche nationaux, on arrive au chiffre de 0,006%. Donc voilà, on est sur des chiffres extrêmement faibles. On parle aussi beaucoup d'inégalités, et ces inégalités se retrouvent aussi dans le secteur de la recherche. Là, il y a cette tentative de représentation par continent des publications, alors des publications scientifiques de manière générale, mais ça vous donne une idée de continents qui disparaissent complètement si on prend les publications qui sont produites dans le monde avec vraiment la présence de 2-3 continents. Et c'est vrai que, par exemple, Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient, on a vraiment des inégalités en production de papier scientifique. Nous, du coup, on ne pouvait pas tout faire. La Fondation, on est une petite équipe. Là, au départ, on était 2 et maintenant, on est 5 salariés.
Donc, on s'est focalisé sur 3 thèmes, l'accès à la santé et les épidémies, les migrations et les développements, et tout ce qui touche à l'exposition aux risques et aux catastrophes. On s'est aussi focalisé sur plusieurs territoires. Le premier, ça a été l'Afrique subsaharienne, l'océan Indien, Moyen-Orient. Et puis ensuite, la France métropolitaine et les territoires ultramarins, avec un travail aussi sur les petits territoires insulaires ou États insulaires qui entourent ces territoires ultramarins. Donc, on va travailler autant en Guadeloupe qu'à Haïti, aux Comores et puis à Mayotte, par exemple, ou à La Réunion. Ça va être quoi le métier de la Fondation? Le métier de la Fondation, ça va être de travailler à toute cette boucle de la production de la recherche qui va partir de la préoccupation des acteurs humanitaires ou de l'action sociale. Donc, nous, on est assez bien placés pour essayer d'entendre ce qui nous remonte du terrain, pour voir quels sont les grands questionnements de nos collègues dans tous ces champs-là, de proposer des espaces pour bien les saisir, de transformer ces questionnements ou ces besoins de réponse en question de recherche, puisqu'il faut aller transformer ces préoccupations dans une question de recherche qui peut être saisie par nos collègues des sciences sociales. Ensuite, on va s'occuper de recruter les chercheurs, formuler les appels à candidature, recruter les chercheurs. Ensuite, pendant un an et demi, on va accompagner les chercheurs sur leur terrain, au sens où on va vraiment suivre la manière dont ils vont déployer leurs recherches pour être sûr qu'on est présent, qu'on voit bien si la manière, leur méthodologie ou leur terrain correspond bien à l'idée de départ et voir si on peut les aider. Et ensuite, travailler à tout ce qui est la valorisation et la dissémination des résultats. Aujourd'hui, on se rend compte que sur nos questions de l'action, de la coopération internationale ou de l'action humanitaire internationale, il y a déjà une immense production. On a en fait des mines d'or dans nos universités pour répondre à toutes nos questions opérationnelles. Ce qu'il faut, c'est travailler à la valorisation et à la manière dont on va diffuser et traduire ces résultats vers notre sphère professionnelle pour qu'elle puisse s'en emparer et initier les changements qui nous sont nécessaires pour mieux s'adapter à l'environnement et surtout remettre vraiment au centre la personne qui est concernée par les fragilités ou les vulnérabilités que nos organisations combattent. Alors aujourd'hui, la Fondation, c'est 20 pays de recherche, dont 14 qui sont francophones. On a décerné 25 prix de recherche. On a soutenu déjà 100 chercheurs, enfin plus de 100 chercheurs. Là, on va être plutôt là vers les 110 au mois de juillet. On travaille avec 60% des chercheurs qu'on a soutenus sont les chercheurs nationaux. Mais avec des mobilités qui sont intéressantes, avec des mobilités dans tous les sens, en fait, avec des collègues, par exemple, qui vont venir du Rwanda pour travailler en Normandie. On a des collègues du Canada qui vont aller travailler au Cameroun, etc. Et nous, on aime bien aussi travailler à cette mobilité un peu dans tous les sens pour apprendre les uns des autres. 65% de femmes parmi les chercheuses. Aussi, donc par exemple à Madagascar, aujourd'hui sur la santé, on a travaillé avec 4 ou 5 chercheuses malgaches, anthropologues de la santé, sur des résultats qui sont vraiment nécessaires à nos organisations. Je vous tenais à souligner la manière dont on travaille, nous, avec les partenaires. La Fondation n'a pas de fonds propres, donc nous, on doit trouver, on a un peu de fonds propres pour notre fonctionnement, mais toute la mission scientifique, on n'a pas de fonds propres pour la mission scientifique, on doit la co-construire avec des partenaires. Donc là, on va travailler sur des intérêts ou des questions spécifiques. Mais je tenais, après à peu près 9 ans de développement de la Fondation, souligner le dynamisme incroyable des fonds et fondations. Je pense, par exemple, là aujourd'hui, il y a Marie-Pierre Fabre qui est là parce qu'on a aussi la Fondation de France avec qui on travaille. Déjà parce qu'il y a une très large typologie de fonds et fondations, des fondations qui sont des fondations d'entreprise, des fondations familiales, des fondations d'ONG aussi. Et en fait, on se rend compte qu'avec chaque profil de fondation, on peut faire des choses différentes. On s'est rendu compte que les fonds et fondations ou l'organisation mère parfois avaient été intéressés par la recherche, mais ne savaient pas trop par où commencer. Donc, c'est ça qui est intéressant. Nous, avec ces organisations, on travaille et on découvre comment aussi on peut travailler de manière simple et commencer quelque part avec la recherche. Et on se rend compte qu'on peut vraiment bouger les lignes avec des projets qui sont assez simples et accessibles, avec une mise en œuvre immédiate.
Je vous donne un exemple. Pour nous, ça a été vraiment une super aventure. On savait aujourd'hui que tous les chercheurs francophones sur l'action humanitaire internationale n'avaient pas de publication pour s'exprimer, à part des publications disciplinaires extrêmement spécialisées que peu de personnes de nos champs professionnels ou nos organisations lisent. Donc, la création de la revue Alternative Humanitaire, ça a été vraiment ce projet collectif et qui continue, c'est-à-dire aujourd'hui, on est en concertation permanente avec mes collègues des autres fondations qui sont autour de ce collectif d'action d'Alternative Humanitaire, qui est toujours ouverte d'ailleurs, on en parle souvent avec Francis, mais c'est vrai que c'était vraiment une belle aventure. Et on a pu le mettre en œuvre ultra rapidement. Pourquoi? Parce que c'était des fonds et fondations et qu'on est assez agile et qu'on peut travailler vraiment assez rapidement avec nos gouvernances pour mettre en place ce type de projet. Et aussi le rôle de l'expérimentation. Moi, j'ai fait l'expérience qu'avec d'autres fonds et fondations qui souhaitaient travailler sur la recherche, ne l'avaient pas forcément fait. On peut tester des choses sur des sujets ou des questions qu'on peut avoir en commun. Et pour nous, c'est vraiment, je pense à Marie-Pierre Fabre, par exemple, sur la manière de travailler sur les migrations, et on apprend vraiment des uns des autres. Et ça nous aide aussi à avancer sur ce cheminement de la connexion de la recherche à nos activités et comment finalement on va pouvoir avoir des nouvelles idées puis peut-être faire les choses différemment. Je regarde l'heure. Francis, tu peux me dire combien de temps j'ai encore pour ne pas dépasser pour mes collègues? Tu peux mettre ton micro. Pardon, 5 minutes, ça ira? 5 minutes, ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, pour être beaucoup plus concret sur nos programmes, sur notre programme historique, c'est notre programme Transition humanitaire. On y travaille depuis 2014 avec des chercheurs qui sont en postdoctorat, donc qui ont déjà leur thèse. On a ce programme, c'est tout un ensemble aussi de conférences, de publications, où vraiment là, on va lancer cette question des transformations de l'humanitaire international et on la laisse ouverte aux chercheurs qui souhaitent proposer des connaissances nouvelles. Donc nous, dans tout ce qu'on va faire, la Fondation, on a cette ambition scientifique, c'est-à-dire de dire on étudie l'état des connaissances sur un sujet et on produit des connaissances nouvelles qui vont être produites par la recherche. Donc ça, c'est pour nous, ce projet de transition humanitaire est extrêmement important parce qu'on a pu travailler avec des chercheurs et on travaille toujours avec des chercheurs de très nombreuses nationalités et qui nous aident à regarder l'humanitaire différemment. Voilà, donc c'est important aussi qu'on s'ouvre à des nouveaux concepts, à des champs sémantiques un peu différents et sur des temporalités très différentes, pas seulement sur des crises ou des questions opérationnelles très spécifiques, mais parfois nos collègues nous challengent sur la manière dont on va aussi remonter sur les causes de ces crises et vulnérabilités. La Fondation de France vient de monter à bord pour cette édition 2022, donc on est vraiment très content parce qu'on sait que c'est une question importante pour de nombreuses organisations. Ensuite, on a un programme postdoc qu'on va co-construire avec chaque partenaire. Donc ça va dépendre des sujets dans les 3 enjeux que je vous ai cités précédemment. Notre programme Red Cross and Red Crescent Research Consortium, ça c'est un programme qui s'adresse à toutes les entités Croix-Rouge de notre mouvement, de dire vous êtes intéressés par un questionnement spécifique, nous on va vous aider à travailler avec la recherche pour répondre à une question ou étudier un dispositif spécifique. Ce qu'on a fait aussi avec la Croix-Rouge, c'est être beaucoup plus connecté directement aux bénévoles. Donc là, on a monté un programme qui répond directement à leurs questions sur le terrain, où on va pouvoir les mettre en binôme avec un chercheur. Voilà, et on sélectionne chaque année un bénévole et un salarié, leurs questions, pour pouvoir y répondre avec la recherche. Et enfin, je pense que c'est ça aussi, je vais en parler un peu plus en détail, la recherche en temps d'urgence. On n'y avait pas pensé dès le départ parce que nos sciences sociales se déroulent plutôt sur le temps long. Mais avec la pandémie de Covid et puis ensuite l'Ukraine, on a vu cette nécessité en fait de vraiment apprendre à travailler en temps d'urgence avec les chercheurs pour absolument partir de ces immenses questions qu'ont nos collègues qui doivent répondre à ces crises, aussi de pouvoir documenter des phénomènes sociaux qui se passent
si on n'arrive pas à travailler avec les chercheurs pour relever des données, analyser des phénomènes, les enregistrer et pouvoir les partager, on perd toutes ces données en fait, et on perd de l'apprentissage pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé sur des chaînons manquants dans la recherche en sciences sociales pour la pandémie de Covid-19. Donc, il ne s'agit surtout pas de répliquer ce qui est fait déjà, mais par exemple, l'OMS avait des grandes préoccupations où elle voulait mettre à contribution les sciences sociales sur la question des soignants en première ligne. Nous, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien sur les bénévoles de première ligne. Pourtant, dès le début, nous, on savait, dès les premiers jours de l'épidémie, il y a la Croix-Rouge chinoise qui avait travaillé avec des bénévoles en première ligne. Donc, on a décidé de produire de la recherche sur ce chaînon manquant des bénévoles en contexte épidémique. On a travaillé dans plusieurs pays sur ce sujet, mais aussi sur les effets, par exemple, des mesures sanitaires sur les publics les plus vulnérables. Virginie, il va falloir que tu termines. Voilà. Et pour l'Ukraine, c'est pareil. Là, on s'est concerté avec nos collègues universitaires qui travaillent sur ces sujets-là pour essayer de produire des recherches qui répondent aujourd'hui, nous, aux questionnements de nos collègues qui sont en première ligne de la réponse et produire une recherche utile à tous. Ça, c'est les publications, vous pouvez toutes les retrouver sur notre site. Tout est en accès libre. Vous serez, bien sûr, on a beaucoup d'événements pour animer en permanence ce débat sur l'action humanitaire et l'action sociale avec la recherche et les organisations et les ONG et les associations. Donc, voilà, enfin, en tout cas pour les débats qui nous animent aujourd'hui, si vous avez des questions, en tout cas, nous, on est vraiment toujours intéressés à savoir comment la recherche est organisée dans vos organisations, comment elle est soutenue, quelles sont les difficultés et les grandes opportunités, et finalement, comment on peut travailler ensemble, parce que c'est vrai, ce sont des enjeux qui manquent de fond. Et en fait, ensemble, on peut vraiment produire des résultats vraiment indispensables pour avancer sur certains sujets. Merci beaucoup. Merci Virginie, je crois que c'était extrêmement clair et assez utile. Vous voyez que c'est un champ. La question de la recherche est tout à fait fondamentale. Elle l'est dans le domaine de la philanthropie. Si vous, un peu de pub, si vous lisez aussi mon blog qui s'appelle Chronique philanthropique, vous voyez bien que régulièrement, je fais intervenir des chercheurs parce que qui ne sont pas des chercheurs sur le quantitatif, mais sur le qualitatif. Je crois que fonder tout notre secteur, du secteur non lucratif, sur de la connaissance universitaire, sur de la connaissance créée par des organisations comme la Croix-Rouge, l'ESSEC et autres organisations, nous permet de renforcer le secteur. Donc, vous avez vu aussi que c'est une recherche qui est partenariale. Virginie l'a bien dit, sur chacun des projets, il y a des partenaires. Donc, ceux qui veulent monter sur les partenariats la contacteront directement. Alternative humanitaire est une revue qui a été créée, comme elle l'a dit, à la suite d'un forum qu'on avait fait d'action humanitaire à Annecy. Et l'idée a été lancée de faire une revue francophone et anglophone, puisqu'elle est bilingue, de recherche. Et dans l'année qui a suivi, on a monté Forum Alternative Humanitaire. Alors, Alternative Humanitaire, s'il y a des gens qui sont intéressés d'y apporter quelques financements, ils en seront extrêmement contents parce que le modèle économique n'est fondé que sur le soutien de fondations. Il n'y a pas d'autres revenus. C'est une revue très complète qui est diffusée par Internet ou en papier, mais de plus en plus par Internet pour qu'elle soit de plus en plus diffusée. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements là-dessus. Moi, je suis à votre disposition en tout cas. Est-ce que quelqu'un voudrait poser des questions à Virginie? Allons, ne soyons pas timides. Je sais qu'elle a été très large dans son exposé, mais quand même, allez-y. Ouais, mais j'ai une petite question, Virginie, sur le programme bénévole, du mentorat finalement entre un salarié et un bénévole. Ça fonctionne comment? En fait, on organise une campagne en fait, de collecte des idées des bénévoles. Et ensuite, on va se réunir pour voir
quelle question dans sa formulation peut constituer une question de recherche intéressante et qui peut répondre et qui peut vraiment produire des résultats qui sont partageables, enfin reproduisibles ou dont beaucoup de personnes pourraient s'inspirer. Et ensuite, on va travailler avec ce bénévole pour affiner sa question, donc beaucoup de concertation et de temps passé avec lui, pour ensuite qu'on lance un appel pour recruter le chercheur qui va travailler sur son sujet en fait. Voilà. Et après, nous, on va suivre les deux. Donc, les deux vont être en contact permanent pendant 1 an. On va suivre la recherche et ensuite, on va diffuser les résultats. Alors, ce n'est pas une commande, c'est un questionnement. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, il se posait la question sur la question du corps et de la vulnérabilité, notamment pour le sans-abrisme. On avait des bénévoles, par exemple, qui travaillent dans le milieu de l'esthétisme. Et la question, c'est comment la socio-esthétisme peut jouer un rôle et comment, finalement, les organisations peuvent s'en emparer. Donc, aujourd'hui, on a un sociologue du sans-abrisme qui travaille sur cette question-là, avec cette bénévole qui est une bénévole Croix-Rouge et qui va trouver des pistes sur cette question du corps et du sans-abrisme et du socio-esthétisme. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous levez un petit peu la main, comme ça je saurai qui veut parler. Oui, ouais, bonjour. Merci beaucoup Virginie pour ce partage. C'est une question assez opérationnelle. C'est au niveau de la transmission des fonds. Comment est-ce que vous financez ces projets? Est-ce que vous transférez des montants directement dans les pays, directement aux chercheurs ou aux universités? Voilà, ça peut être les deux en fait, selon les projets. Donc, mais c'est vrai qu'en général, c'est des bourses individuelles. D'accord, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais remercier Virginie qui nous a présenté ce beau panorama. Elle est évidemment, à votre disposition pour répondre à d'autres questions ultérieurement, des prises de contact, et puis éventuellement d'aller regarder sur le site Internet où vous trouverez toutes les questions que vous vous posez. Les réponses à toutes les questions que vous posez. Merci Virginie. Alors, le sujet suivant est une question qui est une question, encore une fois, un peu opérationnelle, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit maintenant de plus en plus que quand il y a des urgences, les entreprises souhaitent intervenir d'une façon ou d'une autre parce que maintenant, elles sont interrogées ou elles veulent montrer qu'elles sont dans une réactivité face à des problèmes d'urgence. L'Ukraine a été un bon exemple puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont impliquées là-dedans. La question qui se pose, c'est d'abord comment dans l'entreprise la décision est prise, comment ensuite ils peuvent trouver des opérateurs parce que il faut bien dire que ce n'est pas leur champ d'activité la plupart du temps, donc auprès de qui ils s'adressent, comment ils s'adressent, est-ce qu'ils cherchent des grandes organisations ou des plus petites intermédiaires ou des organisations locales. Donc, pour faire ça, j'ai voulu vous faire présenter quelque chose qui est intervenu, qui était un duo qui s'est mis en place entre la Fondation Forestia, dont a évoqué tout à l'heure Isabelle Cornu, qui est la déléguée générale, et qui ont voulu mettre une opération d'urgence, et Première Urgence Internationale avec son directeur des opérations, Olivier Routot, qui est rentré en discussion justement avec cette fondation. Donc, on va regarder un peu comment les décisions se prennent, comment on cherche l'ONG opérationnelle, puisqu'évidemment, les fondations d'entreprise sont loin d'être opérationnelles. Et enfin, qu'est-ce qu'elle demande à l'opérant et qu'est-ce que l'opérant reçoit comme instruction, comme demande, comme sollicitation, etc. pour mettre. Et du coup, on verra ce duo et Olivier Routot, en plus, nous revient quasiment en direct en pré-Covid qui vient d'avoir, nous revient en direct d'Ukraine. Donc, pourra nous montrer quelle est la difficulté de ce genre d'opération, aussi bien en externe qu'en interne du pays.
parce qu'il faut bien savoir qu'au début, c'est quand même le grand bazar, quoi, et c'est normal. Voilà, alors peut-être je vais laisser Isabelle pour commencer à présenter un petit peu la façon dont l'affaire s'est organisée. J'imagine l'effraction d'un directeur général d'entreprise dans le bureau, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui, alors donc la fondation Forestia, donc fondation d'entreprise, donc c'est un groupe qui fait à peu près 150 000 salariés. On est répartis dans 35 pays à travers le monde. La fondation, sa première vocation, c'est de pouvoir soutenir des projets proposés par les salariés. Donc en fait, on organise une fois par an un appel à projet auprès des salariés et on leur demande de vraiment porter ces projets et de pouvoir les accompagner tout au long du développement du projet. Donc, on a 3 axes d'action: environnement, éducation et mobilité. Et un axe supplémentaire, malheureusement, ces derniers temps, on l'actionne souvent, donc plus dans le cadre de crise humanitaire. Donc, on a connu le Covid, maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Dans ce cadre-là, effectivement, comme beaucoup de fondations d'entreprises, on a voulu aussi agir. Comment se sont ouvertes les discussions? Assez simplement, en fait, d'un point de vue business, on est pas mal implanté sur les pays de l'Est. Hein. Nos activités font qu'on a plusieurs usines ouvertes. Alors, on n'en avait pas en Ukraine, mais en tout cas en Pologne, Roumanie, Slovaquie, Tchécoslovaquie, tous les pays qui sont limitrophes à l'Ukraine. Avec en Pologne, de façon historique, beaucoup de travailleurs ukrainiens qui vont travailler en Pologne, soit pendant plusieurs semaines, soit ils font l'aller-retour pour les plus proches. Donc, on était concernés à double titre en tant que citoyens comme tout le monde, mais aussi en tant qu'acteurs économiques, puisque ça touchait nos activités. Donc, on voulait agir sur le terrain. Donc, naturellement, on s'est dit, on va voir ce qui se fait déjà auprès de nos salariés, auprès des sites, mais il nous manquait une dimension d'action plus large et puis surtout d'experts en situation d'urgence. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu regarder quels étaient les acteurs humanitaires qui étaient déjà sur le terrain. Très rapidement, on est tombé sur Première Urgence. Donc, très simplement, j'ai contacté Première Urgence pour comprendre un peu les projets qui étaient en action déjà en train d'être animés sur le terrain. Puisqu'on s'est dit, nous, très simplement, sur les pays limitrophes, on va pouvoir agir auprès des réfugiés, mais par contre, on ne sait pas agir auprès des Ukrainiens qui sont restés en Ukraine. Donc, c'est pour ça que dans l'échange avec Première Urgence, on voulait s'assurer que si on soutenait financièrement une action, c'était une action qui permettait d'aider effectivement les gens qui arrivent à la frontière, mais aussi les gens qui sont restés dans le pays. Et au début de la guerre en Ukraine, il y avait un besoin très fort, évidemment, d'apporter des biens de première nécessité. Et voilà, naturellement, on est tombé sur ce projet qui était déjà largement dans les tuyaux aux côtés Première Urgence, qui était de mettre en place un centre logistique. En plus, ça faisait sens, bien sûr, avec nous, nos activités en tant qu'industriels. Donc, un centre logistique qui réceptionne les dons de l'Europe et qui ensuite les achemine avec les bons camions, la bonne organisation pour rentrer dans le pays en Ukraine. Ça nous permettait par ce biais-là également de pouvoir un peu mieux orienter aussi des actions de donation de biens qui pouvaient être faits par nos sites pour leur dire voilà, aujourd'hui les besoins c'est plutôt ça et ça, et il faut arrêter en quantité les couvertures, les habits, il vaut mieux aller sur des médicaments de tel type ou tel type de produits alimentaires. Voilà, donc on a actionné ce partenariat de cette façon-là. Et puis pour aider en fait les pays, enfin les réfugiés, donc les pays limitrophes, on a vraiment fait un appel à projet auprès de nos sites, donc Pologne, Roumanie, Slovaquie et Tchécoslovaquie, pour savoir quels étaient les acteurs locaux avec qui ils travaillaient déjà et avec qui on pouvait peut-être élargir notre action.
en leur demandant de rester en lien avec ces acteurs-là et de pouvoir soutenir le projet tout au long du soutien du projet. Et donc, on a notamment 2 projets qu'on peut souligner. Un en Pologne, où c'était un de nos salariés qui était déjà très investi avec une association locale pour en fait ramener des réfugiés de la frontière dans les premières villes en Pologne et pouvoir les héberger dans des centres d'accueil. Et même au tout début, il avait organisé l'accueil dans les familles. Donc, il y a plus de 200 familles qui ont été accueilles en fait pour des réfugiés de cette façon. En Roumanie, en fait, on était implanté un peu plus loin de la frontière. Et là, les Ukrainiens qui arrivaient jusque vers les villes où on était implanté avaient une autre problématique qui était comment je fais pour rester, comment je fais pour m'organiser, gagner un salaire et puis pouvoir être administrativement correctement enregistré dans le pays. Donc là, c'est un travail avec une association locale pour justement leur permettre d'accéder à un logement de plus long terme, les accompagner sur tout ce qui est papier, identité. Et puis nous, chaque fois que possible, on regarde pour embaucher ces personnes. Et évidemment, c'est souvent des femmes. Donc avec l'association, c'est aussi une aide pour pouvoir accueillir les enfants. Quand ils sont trop petits, pouvoir les garder, en tout cas organiser des centres d'accueil pour les enfants. Donc ça, c'est les 2 plus gros projets. Après, les autres, c'était plus des projets de soutien de première nécessité auprès vers les frontières, donc en Tchécoslovaquie et en Slovaquie, avec des partenaires plus humanitaires première nécessité. Voilà comment ça s'est passé, mais première urgence, Olivier va pouvoir raconter de son côté comment ça a été mis en musique. Merci beaucoup et j'en profite pour vous remercier directement en se voyant, puisqu'on ne s'est pas rencontrés avant directement. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Je pense qu'un certain nombre de fondations avec lesquelles on travaille connaissent Première Urgence, mais juste pour donner en quelques mots introductifs, attends, je vais juste changer de côté d'écran, parce que sinon, je ne vais pas vous regarder en même temps. Hop. C'est bon. Vous voyez mon écran, du coup? Oui, vas-y, c'est bon. Ok, super. Par contre, moi, je le vois. Tu traînes pas trop en route, hein? Ouais, je traîne pas trop en route. Bon, du coup, tout simplement, ça veut dire que l'organisation travaille sur 24 pays différents, marqués par évidemment ce qui est notre mandat des crises humanitaires sévères, qui se répartissent évidemment principalement sur le continent africain, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, mais aussi avec des opérations effectivement sur d'autres territoires spécifiques comme la Corée du Nord, la Birmanie ou l'Ukraine, dont on va parler évidemment plus spécifiquement aujourd'hui. Ce que je tenais à dire au travers de cette intervention, c'était elle est structurée autour de 3 axes. Le premier, c'est sur la crise ukrainienne, évidemment. Le deuxième, c'est les besoins humanitaires qui en découlent. Et puis, troisième axe, c'est ce qu'on avait réussi à faire justement avec le soutien de la Fondation et en parler un petit peu plus en détail. Cette crise, Première Urgence déjà est présente en Ukraine depuis 2015. Elle n'a pas commencé effectivement le 24 février. C'est un conflit qui dure depuis plus de 8 ans maintenant et sur lequel on intervient depuis tout ce temps-là au niveau de l'Est et du Donbass, à la fois présent du côté des zones tenues par le gouvernement ukrainien, mais aussi du côté des zones tenues par les forces séparatistes. Ce qui nous donnait quand même une assise et une capacité et une compréhension de ce territoire pour intervenir qui était importante dans la définition de la réponse qui a suivi les événements du 24 et l'invasion russe ces derniers mois. Pourquoi c'était important? C'est parce que j'ai toujours coutume de parler, on parle de crise ukrainienne, mais pour moi, il y a au moins 4 crises de nature différente qu'on observe encore aujourd'hui et qui ont marqué ces derniers mois et qui sont souvent mixées, ce qui est problématique dans la mesure où évidemment ces crises elles sont de différentes natures et elles amènent des réponses humanitaires aux besoins qui sont aussi de différentes natures. Il y a évidemment, Isabelle en a parlé, effectivement une crise de réfugiés qui était peut-être la plus marquante, l'arrivée la plus marquante, je veux dire, juste dans les premiers jours qui ont suivi cette crise du 24 février.
avec l'arrivée massive de populations fuyant l'Ukraine, majoritairement, voire quasiment exclusivement des femmes et des enfants, notamment du fait de la conscription qui est la mobilisation générale des hommes pour le combat, et qui occasionnait évidemment un nombre de besoins extrêmement importants, donc je vais revenir. Une crise de déplacement interne, c'est-à-dire avec le même type de problématique, mais sans le passage de frontières. Un peu partout en Ukraine, dans différentes localisations, mais avec des mouvements qui, historiquement, étaient d'abord axés d'une fuite de Kiev et des zones du Nord vers l'Ouest, et puis au fur et à mesure, notamment avec un recentrage du conflit et des combats sur la zone du Donbass, des mouvements de l'Est vers l'Ouest encore, mais plus avec des populations fuyant le Donbass. Et puis, un troisième type de crise, celui qui était peut-être le plus marquant d'un point de vue image, aussi marquant en tout cas, des images qu'on pouvait voir ici dans les médias, qui étaient évidemment les zones sous le feu des bombes et de l'artillerie russe. Je pense à Mariupol à un moment donné, et puis aujourd'hui plus la zone autour de Sévierodonetsk, extrêmement marquant là aussi. Et puis enfin, une zone dont on a très peu parlé finalement, c'est les besoins de l'autre côté de la ligne de front, dans les zones qui étaient tenues par les forces séparatistes et ou les forces russes, et où là aussi il y avait beaucoup de besoins, puisqu'il y a des zones qui ont été extrêmement affectées par les combats. Cette situation sur le terrain, elle entraîne des besoins extrêmement différents et avec une différent par nature, mais aussi différent dans leur évolution. C'est-à-dire que du coup, évidemment, la crise des réfugiés, avec cet afflux massif, elle a imposé une réponse immédiate, et d'ailleurs, elle a fait l'objet d'un élan de solidarité assez hors norme de part et d'autre, et qui entraînait à la fois effectivement des besoins immédiats, mais aussi un besoin de coordination. Et c'est là où effectivement l'intervention qu'on a pu mener avec le soutien de la Fondation avait sa pertinence. Je vais y revenir, mais effectivement des besoins très très immédiats de coordination, de rationalisation de ce qui était fait, dans la mesure où il y avait un élan absolument prodigieux d'aide qui était déployé sur la frontière notamment, et dans une moindre mesure, mais réelle aussi, côté ukrainien. Il y a ces besoins, évidemment, les réfugiés, le flux s'est évidemment réduit aujourd'hui, donc ils ont évolué dans le temps en termes de nature aussi. Là où, évidemment, sur les zones de combat, évidemment, les combats sont malheureusement pas arrêtés, on est loin d'être sortis de la fin de ce conflit, sont évidemment d'une nature totalement différente dans les zones affectées par les combats et ou dans les zones de déplacement. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une injonction dans la phase de l'urgence du faire, quand je dis du faire au sens qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, immédiatement, qui est extrêmement forte, là où la complexité de cette crise, et rien que le fait qu'elle soit multiple, impose, pour bien faire justement et avoir une action qui a une vraie valeur ajoutée, une vraie pertinence au regard des bénéficiaires, mais aussi à l'endroit de la redevabilité qu'on peut avoir vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient financiers, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires. Tout à l'heure, on parlait de localisation dans l'intervention précédente. Il est évident que l'énorme majorité de la réponse à la crise ukrainienne, elle a été apportée par les Ukrainiens eux-mêmes. Une des caractéristiques aussi très importantes qu'on rencontre dans cette crise et en Ukraine, c'est que c'est un État qui fonctionne, c'est qu'il y a une société civile extrêmement dynamique, extrêmement mobilisée, extrêmement compétente, et que finalement, la plus-value de l'acteur humanitaire professionnel, elle vient pas que dans sa capacité à faire, mais dans sa capacité à faire ce qui est pertinent au regard de ce qui est déjà fait justement par les acteurs locaux. Et cette plus-value humanitaire, pour moi, elle se situe dans cette crise dans trois types d'actions. La première, c'est le dernier kilomètre. C'est aller là où c'est extrêmement compliqué pour apporter une aide, là pour le coup, ce qu'on appelle nous de life-saving, apporter de la nourriture, apporter des médicaments, apporter de l'eau dans des zones qui sont soit sous les bombes, soit à proximité. Cette plus-value-là, on l'a fait à Kharkiv, on est en train de le faire dans la zone du Donbass, on l'a fait du côté séparatiste aussi, et ça, c'est quelque chose qu'on a continué de faire tout le temps, avec les enjeux que ça a en termes de sécurité pour nos équipes, évidemment, et de complexité d'accès, c'est certain. Dans les autres zones, dans les autres crises, les crises de déplacement ou de réfugiés, il y a une double plus-value pour Première Urgence Internationale et pour les acteurs humanitaires en général, c'est d'apporter des vecteurs de pertinence à l'aide qui est massive qui a été déployée. Il n'y avait pas un problème de moyens, il y avait beaucoup de moyens. Mais comment on peut développer des vecteurs de pertinence? Et deux, des niches techniques. Ces vecteurs de pertinence, ils sont exactement dans la typologie de projet qu'on évoquait là, à savoir énormément d'aide, comment on peut coordonner cette aide d'un point de vue logistique. Il y a des dons qui arrivent, comment on les rend efficaces. Comment on les rend efficaces
en amont, dans identifier quels sont les vrais besoins. Je crois que ça a été mentionné. Il y a eu des tonnes de couvertures, des montagnes de vêtements, énormément de choses qui ont été envoyées, voire des choses beaucoup plus exotiques, dont je ne ferai pas forcément mention ici, mais qui n'avaient une pertinence humanitaire extrêmement réduite, puisque ce n'était pas le besoin, il y en avait beaucoup, voire beaucoup trop. Je l'ai pu, comme le disait Francis tout à l'heure, hein, je reviens d'Ukraine, j'ai pu voir effectivement dans les moindres centres les kilomètres quand je dis kilomètres, c'est des couloirs qui sont remplis de vêtements et qui donc du coup le besoin était largement couvert. Effectivement, donc d'orienter la typologie des biens qui sont nécessaires, biens de première nécessité, biens d'hygiène, alimentation pour bébé, des couches. Là, il y avait une demande. Donc, ça nous a permis d'orienter finalement les donations. Et effectivement, ce travail qui a été fait avec le soutien de la Fondation Forestia, mais aussi celui de la Fondation Break Poverty, ça nous a permis d'aller directement dire aux entreprises qui voulaient donner, bah, nous, ce qu'on a besoin, c'est ces types de biens. Et donc, d'orienter effectivement là-dessus. Coordonner effectivement l'acheminement et la distribution et le lien avec alors déjà les questions de conditionnement et de pouvoir effectivement avoir ces relais logistiques qui permettent de rendre l'aide efficace, c'est sûr, et de pouvoir le coordonner avec des structures de la société civile aussi, qui elles-mêmes étaient en demande de tel type ou tel type de bien, et de pouvoir rendre ce processus fluide, ce qui n'est pas forcément évident, et qui rend, c'est pour ça que je parlais de vecteur de pertinence, qui rend efficace cet élan de solidarité qui est parti avec une distribution réelle là où sont les besoins. Et les besoins, ils étaient partout. Donc, il y a évidemment des zones, comme malheureusement c'est le cas quand il y a des besoins partout, qui ont été ou qui pouvaient potentiellement être trop couvertes et d'autres qui étaient malheureusement non couvertes alors qu'il y avait des besoins. Donc, c'était vraiment ce travail-là. On a élargi, nous, à d'autres types d'actions, pas forcément faites dans le cadre de ce projet-là en particulier, mais notamment dans tous les centres de déplacés où on intervient à l'intérieur de l'Ukraine, sur des petits compléments d'opérations qui ont leur plus-value. Je prends des exemples très concrets. On a travaillé avec des acteurs locaux qui avaient tout ce qu'il fallait à distribuer. Ils savaient où il fallait le faire. Ils avaient les moyens humains et l'organisation pour le faire, mais il manquait de carburant pour alimenter leur camion. Bon, bah, c'est des petits compléments qu'on a fait pour rendre… Il faut juste faire ça, et ça rend une action efficace. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment ces petits vecteurs de pertinence. D'autres choses très concrètes, il y a des centres de déplacés, parfois c'est des gymnases, parfois c'est des écoles. Bon, ça m'est arrivé de visiter un gymnase pour donner un exemple vraiment concret où c'est bien géré, les besoins de base sont couverts, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a 30 familles qui vivent dans le même gymnase. Bon, bah, nous, on a juste simplement organisé des claustras pour faire des chambres individuelles à l'intérieur et rendre un tout petit peu plus humain la gestion de cette crise. Parce que cette crise, elle dure. Et on n'est pas en train d'héberger ces gens pour quelques jours. Il y en a certains, et c'est ça qui rend la réalité très complexe, qui sont là depuis quelques jours et d'autres qui étaient là depuis 7 ans, début du conflit. Donc, c'est là où, encore une fois, il faut affiner les choses et sur chaque séquence. Enfin, les niches techniques. Les niches techniques, c'est quoi? Il y a un besoin qui était massif et absolument partout, c'est celui du trauma. Les gens étaient effectivement extrêmement traumatisés, choqués par la situation qu'ils ont pu vivre, et ne serait-ce que par la question du déplacement qui crée toujours une déstabilisation pour les personnes. Et donc, le soutien en santé mentale et en psychosocial et en protection ont été deux volets sur lesquels il y avait absolument un besoin, et là, pour le coup, une expertise technique nécessaire. Et c'est ce qu'on a fait à la fois côté polonais et côté ukrainien. Et là, grâce directement, notamment au soutien, c'était un des volets, notamment en Pologne, protection et santé mentale. Et ça a été une des actions. J'ai pu le tester moi-même à l'arrivée des réfugiés, notamment pour la partie polonaise qui franchissait la frontière, puisque quand je suis rentré d'Ukraine, je n'ai pas pu prendre la navette UN, donc j'ai fait le chemin qu'ont suivi au niveau de la frontière les réfugiés ukrainiens eux-mêmes, et j'étais accueilli par les équipes de première urgence internationale de l'autre côté qui me demandaient si j'avais besoin de soutien. Donc, quand c'est le directeur des opérations qui arrive, je me suis présenté et j'ai expliqué que mon cas personnel, ça allait aller. Et j'étais très content de voir le dispositif d'accueil qui était fourni. Et ça aussi, c'était grâce au soutien de la Fondation notamment. Et pourquoi je dis notamment, mais essentiellement, puisque du coup, on a pu le mettre en place très, très vite grâce à des décisions qui sont, je crois que c'était évoqué par Francis, et c'est la fin de mon intervention. C'est la plus-value que peut avoir une collaboration entre un acteur opérationnel et des fondations. Bah, pour moi, elle est triple nature. C'est déjà la rapidité de décision. On peut, je crois qu'il était évoqué tout à l'heure le grand bargain par Virginie dans l'intervention précédente. Il y a un objectif des bailleurs institutionnels de faire plus simple
Mais bon, la réalité, c'est que c'est toujours plus compliqué. Alors, parfois pour des bonnes raisons. Hein. Il y a des nécessités de cadrer les interventions. Les moyens sont très importants. Donc, c'est logique que les interventions doivent être calibrées de la bonne manière, mais ça prend un temps fou. Même si les décisions sont d'urgence, en fait, dans la réalité, elles prennent toujours plus de temps. On a pu signer avec la DG ECO un fonds assez rapidement, mais les modalités concrètes d'intervention, elles ont pris des semaines à être définies. On est toujours en discussion avec les Américains. Donc, tout ça, ça nuit à la mise en œuvre opérationnelle. Bien sûr, ça va donner les moyens dans le temps. Et c'est important, les moyens dans le temps. Cette crise, elle va durer. Mais sur la première phase, d'avoir pu avoir effectivement une décision rapide, ça a permis à nos équipes d'être opérationnelles bon, nous, on était à J2 dans tous les cas, mais je ne sais plus exactement au bout de combien de quelques jours, semaines, le principe de cette collaboration a été acquis. Mais ça a été très vite par rapport au reste, et ça, c'est essentiel pour nous. Ça conditionne vraiment la capacité à répondre immédiatement sur ces besoins-là qui étaient ceux du moment. Il est évident que les bailleurs institutionnels, la réponse à la frontière polonaise, c'était trop lent pour pouvoir être efficace. Donc, on a pu l'être grâce à ce soutien-là. La question de la flexibilité, de la confiance aussi avec le partenaire sur ses besoins. Nous, on estime qu'ils sont de cette nature-là. Faites-nous confiance aussi. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont, entre guillemets, dans les médias, vraiment, il y a ces enjeux-là, ces 3 vecteurs de pertinence, dernier kilomètre, niche technique et petit soutien ad hoc là où il faut le faire pour rendre les choses intelligentes. Dans ces phases-là, il y a beaucoup de souffrance, comme on le sait, des populations qui souffrent énormément. Il y a des moyens, mais ils sont toujours limités au regard des besoins à l'échelle des crises, même si dans cette crise-là, je mettrais quand même un bémol parce qu'il y a beaucoup de moyens. Mais en général, c'est ça. Donc, de pouvoir y mettre de l'intelligence opérationnelle, c'est essentiel. Et donc, ça marche sur la confiance, sur la notion de partenariat. Et c'est ce que je pense est intéressant pour les acteurs comme nous de faire avec les fondations. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est très bien, Olivier. Je pense qu'on est bon. Tu te parlais de la confiance, c'est assez important parce que, en fait, c'est typiquement le genre d'opération où on part avec un projet et on arrive avec un autre parce que l'adaptabilité doit être permanente et donc il y a des bailleurs institutionnels qui n'ont pas la mobilité dans leur processus de dire ah ben, vous êtes parti pour des enfants, tout d'un coup vous occupez des vieux, c'est pas normal, etc. Donc voilà aussi cette question de la flexibilité des financements est tout à fait importante. Alors, je vais frustrer les uns et les autres. Il y a une question de Marie-Fab, je vois qu'elle a levé sa petite main jaune. Et puis après, on va essayer de ne pas frustrer les femmes de la Méditerranée, sinon le temps va nous être débordé. Marie? Oui, j'avais juste une petite question un peu précise sur le don de médicaments. Qui sont vos fournisseurs de médicaments? Et est-ce que ce n'est pas compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas une réglementation un peu compliquée pour fournir des médicaments? Si, tout à fait. En fait, nous, on travaille beaucoup sur les dons de médicaments avec la fondation Tulip, qui, du coup, est spécialiste. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'approvisionnement en médicaments, mais en tout cas, nous, on travaille avec la fondation Tulip qui nous permet de bénéficier de dons en médicaments qui sont tout à fait, et avec notamment les liasses documentaires qui vont avec, qui nous permettent de les exporter et les importer dans les pays concernés. Donc, évidemment, c'est très compliqué, ce qui d'ailleurs, dans le cas de la crise ukrainienne, a parfois été compliqué, puisque du coup, on a été énormément sollicité pour récupérer des médicaments. Et voire même, on m'a dit, est-ce que vous pouvez, j'ai des médicaments périmés, est-ce que vous les voulez pour l'Ukraine? Il est évident que du coup, pour des raisons simplement d'éthique, de responsabilité, on ne prend pas et on ne va pas distribuer à des personnes qui sont déjà vulnérables des médicaments qui sont périmés. Mais quand même, comme on est dans le registre parfois de la charité et ainsi de suite, c'est là où du coup le regard professionnel est différent. Il y a quand même cette logique de dire pourquoi quand même si ça peut rendre service? Ouais, mais ça peut aussi tuer quelqu'un. C'est ça le problème, mais c'est compliqué parfois à expliquer. Donc oui, non, bien sûr qu'on ne prend pas n'importe quoi comme médicament, on prend que des médicaments dont on peut assurer la traçabilité à la fois des fournisseurs, mais aussi des producteurs et des distributeurs. Donc du coup, la Fondation Tulip nous permet ça. Et les organisations médicales, en général, elles ont aussi des centrales d'achat internationales avec des génériques, avec toutes sortes de choses. C'est des procédures qui sont totalement organisées, puisque par définition, elles vont dans tous les pays. Donc, voilà. Exactement. Et j'avais une deuxième question. Quand même, quand vous voyez cette mobilisation qui a été exceptionnelle pour l'Ukraine, et vous travaillez sur l'Afrique ou d'autres pays, ce fossé qu'il y a entre la mobilisation pour l'Ukraine et pour les autres pays, qu'est-ce que vous en diriez, vous?
Je pense que Francis faudrait organiser un cercle de discussion spécifique, mais je le dis en une phrase. C'est compliqué aussi pour les humanitaires, mais ce n'est pas la première fois où on fait face à ce type de situation, puisque nous on est effectivement, sans minimiser l'ampleur des besoins sur la crise ukrainienne, on alerte énormément sur des crises oubliées en permanence. C'est pas qu'il y a trop de moyens pour l'Ukraine, c'est que si on prend la proportionnalité des moyens déployés sur l'Ukraine au regard de nombreuses crises là-dessus, la proportionnalité n'est pas bien respectée. Donc plutôt que de dire en fait enlever aux Ukrainiens, nous on dit soyons à la hauteur des enjeux sur le reste des crises, comme on l'est pour l'Ukraine. Ça fait plutôt sens qu'on soit à la hauteur de cette crise en Ukraine. Donc allons sur le même degré de mobilisation sur le reste. Mais c'est mon avis perso. De toute façon, on n'a pas la capacité non plus de transférer des dons d'une cause vers une autre, donc ça rend les choses compliquées. Mais c'est assez habituel. Souvenez-vous, Notre-Dame, qui a reçu beaucoup d'argent, les gens ont dit « mais pourquoi ça ne va pas vers les pauvres ?» Parce que les gens, ils ont dit « non, nous, on donne à Notre-Dame. » Puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas, malheureusement, c'est une sorte de contradiction permanente. Est-ce que, un dernier mot, je crois qu'on a bien compris ce couple Isabelle Olivier, le couple. Je voulais juste ajouter qu'on avait un autre partenaire associatif qui s'appelle Mobile School et qui a un programme qu'on soutient en Roumanie avec qui on a travaillé, qui a développé une vidéo avec des tips pour l'accueil des enfants traumatisés par la guerre, par tout ce qu'ils ont vécu. Et donc, c'est une vidéo qu'on a co-construite avec ce partenaire, traduit dans toutes les langues en fait, des pays de l'Est et qu'on a diffusé également à nos salariés dans les pays voisins limitrophes de l'Ukraine. Voilà. Et qu'eux, bien sûr, ils ont déployé avec tout leur écosystème. Voilà, donc vous voyez bien le rôle du Centre français, c'est de mettre les fondations en relation et aussi avec d'autres partenaires. Tu as cité Break Poverty, qui est une autre fondation, c'est un fonds de dotation qui est abrité, du moins qui n'est pas abrité, qui est adhérent au Centre français des fondations. Bon, je vais laisser maintenant, je vous en remercie, mes amis, je vais laisser la parole maintenant à qui Mesdames des fonds. Alors, allons-y. Julia. Tout à fait. Voilà. Parce que comme vous êtes trois à intervenir, je vais... ou en tout cas à prendre la parole. Alors, on est effectivement trois à prendre la parole, mais ce ne seront pas trois des femmes de Fonds pour les femmes en Méditerranée, ce sera donc trois représentants de fondations. Donc, merci beaucoup pour le passage de parole. Merci à tout le monde et merci au Centre français des fondations pour cette opportunité de nous exprimer sur la création en devenir d'une coalition genre et égalité hommes-femmes, avec les fonds et les fondations au sein du CSF ou pas d'ailleurs, puisque l'idée est de présenter une coalition qui soit ouverte. Rapidement, je vais introduire le Fonds pour les femmes en Méditerranée pour juste resituer un petit peu l'organisation. C'est un fonds qui a été créé en 2008 et qui soutient l'action des femmes qui changent la Méditerranée. On travaille sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. À travers des actions de financement pour des associations de femmes, pour leur donner des moyens matériels et humains d'agir sur l'écosystème local, là où elles se trouvent et là où elles travaillent. On soutient et on consolide les capacités des jeunes femmes leaders pour leur permettre de mieux mobiliser des forces et de pouvoir être proactives dans les combats, on peut appeler ça comme ça, pour le droit des femmes. Rassembler des organisations pour leur offrir des espaces d'échange, se fédérer et agir ensemble, toujours pour faire porter plus de poids à ces mouvements féministes et ces mouvements de femmes, et porter leur voix auprès d'autres institutions auxquelles elles n'ont pas forcément accès, puisqu'elles travaillent plutôt sur des maillages locaux ou au petit écosystème, alors qu'on a l'opportunité, comme aujourd'hui, de pouvoir plaider au sein d'autres groupes et de pouvoir continuer à passer la parole sur ce besoin de soutenir les femmes dans le monde. Voilà rapidement pour l'organisation. Du coup, la présentation de ce matin, elle va être co-conduite entre moi du Fonds pour les femmes en Méditerranée, mais aussi avec Sophie Pouget de la Fondation Raja et Marion Schaeffer de la Fondation Chanel.
Et j'en profite pour remercier aussi les autres fondations qui ont pris part aux échanges qu'on a eus et aux réunions qu'on a eues jusqu'à maintenant, la Fondation de France, la Fondation L'Oréal, la Fondation pour l'enfance, le fonds de dotation de l'Institut Poincaré. Je ne sais pas si tout le monde est présent ce matin ou pas, mais j'espère oublier personne, mais je voulais quand même les mentionner puisque c'est un travail collectif qui est présenté ce matin. Donc la grande question, pourquoi une coalition genre et égalité homme-femme? Pourquoi est-ce qu'on décide de se lancer dans ce chantier? Déjà, on part de plusieurs constats. On a un constat, je pense que tous nos fonds et nos fondations peuvent rendre compte, c'est qu'on a une actualité récente et un peu moins récente, mais qui est très propice à parler du genre, de l'égalité homme-femme et de toutes ces thématiques. Et pourtant, on a des résultats qui ne sont pas là. C'est triste, mais c'est vrai. Dans le monde, on a aujourd'hui 50% des femmes, par exemple, qui n'ont pas d'autonomie corporelle. Donc, ça veut dire pas de choix de leur santé, pas de choix de contraception, pas de choix sur leur sexualité. Je donne juste quelques chiffres rapidement, mais je ne vais pas m'étaler trop sur les détails. Il y en a un qui est assez marquant, c'est quand même les chiffres de l'ONU sur 2020. On a 81 000 femmes ou filles qui ont été tuées en 2020. Pour rendre les chiffres parlants, on va dire que ça équivaut à une fille ou une femme tuée toutes les 11 minutes dans un foyer. Donc, je pense qu'on peut considérer le sujet du genre des femmes comme urgent. Au niveau de l'Europe, on a une femme sur 5 qui est victime de violences physiques ou sexuelles. En France, je laisserai mes collègues développer un peu plus, mais on a des résultats qui ne sont pas encore là. Donc, on a ce constat lorsqu'on se rassemble entre fonds, fondations et autres acteurs, d'ailleurs, sur la thématique genre et développement, on a un constat qui est très préoccupant. Et on a du coup souhaité, dans la lignée de ce qui se fait déjà au Centre français du Fonds des fondations pour rassembler, parler, fédérer, mettre en avant cette thématique-là qui est finalement malheureusement encore un peu ignorée. L'idée de cette coalition, on a discuté, et encore une fois mes collègues vont développer derrière, je ne veux pas leur prendre trop de temps de parole, mais c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des acteurs et des actrices qui sont des capacités de changement sur cette thématique. Il y a des fonds féministes, il y a des fondations, il y a des fonds de notation, il y a des ONG, il y a beaucoup d'acteurs qui ont un impact assez fort sur ces questions de genre et de développement. Pourtant, il manque encore des façons de s'associer, il manque encore des façons de fédérer ce travail pour qu'on ait des résultats qui soient plus impactants. Aujourd'hui, une association qui travaille avec les femmes et les filles, c'est pour 75% d'entre elles, et je parle dans le monde, des associations qui ont un budget qui est inférieur ou égal à 50 ou 75 000 euros. C'est des budgets qui sont minimes. Donc, il y a des questions par rapport au financement et il y a un vrai enjeu à aider à financer des organisations de femmes qui travaillent dans le tissu local. Parallèlement à cette nécessité de financement, il y a quand même quelque chose qui nous a sauté un peu aux yeux, et c'est là où je vais faire mon passage de parole, c'est qu'on parle encore du genre et de la problématique des femmes et des filles comme une thématique. Ce qui voudrait dire qu'il existe des choses qui ne concernent pas la thématique femme, puisque si on fait un projet thématique sur l'eau, par exemple, eh bien, on peut dire qu'on ne fait pas un projet éducation quand on fait de l'eau. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des projets genre ou des projets femmes, mais que les autres ne le sont pas? Donc, c'est des questions qu'on se pose aussi. Nous, on a plutôt l'impression, et en tout cas, c'est le message qu'on voudrait faire passer ce matin, que ce n'est pas une thématique et que c'est transversal et que ce n'est pas quelque chose dont certaines personnes doivent s'occuper et pas les autres, mais c'est plutôt quelque chose qui doit tous nous concerner. Voilà, donc je vais passer la parole dans un premier temps alors, Marion ou Sophie, je ne sais pas comment est-ce que vous souhaitez, qui souhaite prendre la parole en premier? Marion, je vois que tu lèves la main, donc je te passe la parole pour... Je lève la main pour désigner Sophie, parce que je crois qu'on s'était dit, Sophie, que ce serait toi. C'est comme tu veux. Exactement. Merci Marion. Et merci Julia. Et bonjour à nouveau à toutes et tous, et puis ravie d'être avec vous pour échanger sur ça. Alors, deux petits mots complémentaires. D'abord, sur la Fondation Raja, on a été créé il y a 16 ans, on a une fondation sous égide de la Fondation de France. Nous tenons nos financements du groupe Raja, même si nous ne sommes pas structurellement une fondation d'entreprise. Et donc, nous œuvrons sur la question des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes en France et dans le monde sur tous les sujets, que ce soit la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, les questions d'éducation, les questions d'insertion professionnelle et la place des femmes dans la protection de l'environnement par le biais d'un programme qui existe depuis 8 ans. Alors, pourquoi, quand le Fonds pour les femmes en Méditerranée nous a
contacté, on a évidemment dit oui, parce que d'abord, on attendait ça depuis longtemps. On en avait déjà eu quelques échanges avec Marion et d'autres sur vraiment la nécessité de rassembler autour de cette problématique. Et pourquoi? Tout simplement parce que on pense derrière tout ça que, comme le dit Julia, en fait, la question des droits des femmes et la question de l'égalité femmes-hommes, elle n'est pas menée par un club de femmes pour les femmes. Elle est menée par des acteurs engagés qui portent un projet de société. La question des droits des femmes, c'est vraiment une question d'intérêt général dans la mesure où ça vise le bien public et une société égalitaire, une société égalitaire et surtout un partage équitable des ressources et des responsabilités entre les femmes et les hommes. Donc la philosophie de cette coalition, en tout cas, je parle pour ma fondation, mais je pense que je peux aussi, je pense que tout le monde me rejoindra sur ça, c'est cette vision qu'on porte et du coup, ce message qui est de dire que la question des droits des femmes, de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité de genre, elle doit être menée de manière transversale et que par la création de cette coalition, on va pouvoir mobiliser, et on espère mobiliser, des acteurs qui travaillent dans des secteurs spécifiques, mais qui, en fait, sans le savoir ou en le sachant un petit peu, touchent eux aussi et ont des enjeux de droits des femmes d'une manière indirecte. Quand on regarde aujourd'hui la répartition par secteur des fonds et fondations qui font partie du CFF, action sociale, éducation, santé, action internationale, agriculture, dans chacun de ces domaines, la question de l'égalité et des droits des femmes se pose d'une manière ou d'une autre. Bon, je ne vais pas donner plus de chiffres parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais quand on est engagé sur la lutte contre la pauvreté dans le monde, ce sont 70% des personnes qui vivent avec moins de $1 par jour qui sont des femmes. Quand on parle de la question de la production alimentaire dans le monde, et notamment dans les pays du Sud, ce sont 60 à 80% des femmes qui assurent cette production alimentaire. Et puis particulièrement sur la question de l'environnement et du climat sur laquelle on est engagé depuis un petit moment, on le voit et on le dit et les études maintenant le démontrent, le dérèglement climatique affecte plus particulièrement et plus sévèrement les femmes, et évidemment parmi elles les plus pauvres. Elles sont plus vulnérables au changement climatique, le risque de décès lors d'une catastrophe naturelle est 14 fois plus élevé pour les femmes et les enfants que pour les hommes, etc. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui commencent à être prises en compte. La dernière COP a permis l'organisation d'une journée sur la question de l'égalité de genre. On espère que la prochaine se consacrera aussi à ce sujet. La dernière commission statutaire, la dernière commission des Nations Unies sur le statut de la femme qui s'est tenue en mars cette année à New York était justement sur la question de l'environnement et de la transversalité de la thématique genre sur les sujets de protection de l'environnement. Donc véritablement aujourd'hui, et c'est notre message ce matin, c'est de faire prendre conscience à toutes et tous que la question de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes, elle nous concerne tout un chacun. Et pour citer juste un dernier chiffre, c'est les chiffres qui ont été donnés par Lucille Pétavin dans son étude sur le coût de la virilité qui évalue aujourd'hui le coût des inégalités pour nos sociétés, en tout cas pour la société française, à 118 milliards d'euros. Sur les sujets santé, ça nous coûte 3,6 milliards d'euros. L'inégalité. Et la dernière raison pour laquelle on est très enthousiaste et non seulement on soutient la création de cette coalition, mais en plus on va la poursuivre et on soutient le lancement et on va s'engager très activement dans le développement de cette coalition, c'est que pour une raison toute simple et très pratique, se réunir en tant qu'acteurs sur ces sujets-là, ça nous permet de gagner du temps et d'alléger la charge de travail de nos partenaires associatifs. On a eu l'exemple, et nous on fait partie du collectif Restart, qui réfléchit à essaimer le modèle de la Maison des femmes de Saint-Denis en France. Eh bien c'est simple, on se réunit tous les 2 mois et on fait un point sur l'avancée de chaque projet de Maison des femmes dans toute la France. On est une quinzaine de bailleurs et du coup ça nous permet d'optimiser nos forces et celles des partenaires qui sont sur le terrain et qui montent les projets. Voilà, donc les quelques messages et je serais ravie d'en discuter avec vous séparément après. Si on a le temps, je laisse la parole à Marion. Merci Sophie. Je vais être bref, je vais rappeler aussi en quelques mots ce qu'est la Fondation Chanel, même si je l'ai déjà un peu fait. Donc nous, on est une fondation d'entreprise, ça fait 11 ans qu'on existe. On travaille dans le monde sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes.
Et nous, pour faire ça, en fait, on travaille en partenariat avec des organisations d'intérêt général du monde entier pour faire disparaître le cumul des discriminations envers les femmes dès l'adolescence, pour défendre les droits humains et puis pour construire une société plus inclusive. Très concrètement, en fait, on accompagne ces organisations financièrement, mais aussi techniquement, sur le long terme, 3, 5 ans, voire beaucoup plus, sur des projets qui visent soit à développer leur structure, soit à développer des projets holistiques qui permettent aux femmes d'avoir accès à la protection sociale, à la santé, à la formation, au leadership, aux ressources économiques, à l'emploi. Et puis, on travaille, comme la Fondation Raja, sur les sujets de violence aussi et de résilience climatique. Alors là, Julia et Sophie ont déjà dit beaucoup de choses, donc je vais être brève. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a décidé, en fait, à quelques fondations qui ont été citées tout à l'heure, il y a la fondation aussi des femmes dans le lot, si je me souviens bien, Julia. En tout cas, quand on a décidé à quelques fondations de se regrouper pour avancer sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes, nous, on s'est très vite dit qu'on n'allait pas proposer au CFF de créer un cercle, on allait plutôt proposer une coalition, parce que pour nous, comme les sujets climatiques, finalement, les sujets de genre, ils sont transverses. C'est un peu ce que vient de dire Sophie. Ils sont transverses, mais on ne s'en rend pas toujours compte. En fait, on a souvent l'impression que les sujets d'égalité femmes-hommes, les sujets de genre, c'est des sujets qui sont traités à part par quelques-uns, quelques-unes même souvent. Et on a souvent l'impression, quand on est une fondation qui travaille sur l'environnement, sur l'accès à l'emploi, sur l'urgence, que les sujets d'égalité, finalement, ils sont secondaires. Et ça, je vous le dis vraiment d'expérience parce que depuis 1 an, je l'ai énormément entendu. Parce qu'en 2021, au niveau européen, avec la Fondation King Baudouin et le Fonds L'Oréal pour les femmes, on a créé un pooled fund, donc un fonds conjoint qui permet de mettre en commun de l'argent et puis de redistribuer ces ressources financières sur le terrain, sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Parce que malheureusement, en Europe, ces sujets, ils sont largement sous-financés. Julia vous disait, dans le monde entier, il y a très peu d'argent pour les associations de terrain. Mais en Europe en particulier, parce qu'en Europe, il y a en plus cette illusion d'égalité, donc un peu cette impression que l'égalité femmes-hommes est atteinte ou pas loin, et donc c'est des sujets très sous-financés. Donc on a créé ce pooled fund, et au moment d'essayer de convaincre d'autres fondations de nous rejoindre, nous on a très souvent la même réponse, qui est « désolé, on ne travaille pas sur les femmes » ou « désolé, on ne travaille pas sur le genre ». Vraiment, c'est, je dirais, un appel sur 3. On nous dit « ah, félicitations, c'est vraiment important et c'est passionnant ». Mais malheureusement, on ne peut pas vous joindre parce que ce n'est pas un sujet de notre fondation. Mais quand on y réfléchit, en fait, on parle de la moitié de la population du monde en réalité, et puis d'un impact, hein, parce que des sociétés qui sont inégalitaires, c'est des sociétés qui ne fonctionnent pas bien. Donc en réalité, nous on se dit, mais toutes les fondations qui travaillent avec des femmes finalement, et ce qui serait intéressant, et c'est ça qui me plaît dans cette coalition, c'est de réfléchir ensemble à comment on travaille justement sur ces sujets d'égalité femmes-hommes et puis sur les sujets de minorité de genre. Et d'ailleurs, si on regarde les objectifs durables du développement, par exemple, on se rend compte que certes, l'égalité entre les femmes et les hommes, elle a été inscrite comme un objectif spécifique, c'est l'ODD numéro 5, mais on a également distillé dans les 16 autres ODD les sujets de genre et les sujets égalité femmes-hommes de manière transverse. Et il y a une vraie raison à ça, c'est que si on ne prend pas en compte les besoins spécifiques des femmes et des minorités de genre quand on accompagne un partenaire associatif, quand on soutient un projet, alors on prend le risque d'accentuer des fossés qui existent déjà. Si on nommait l'approche genre, on peut exclure sans même s'en apercevoir. Par exemple, nous, à la Fondation Chanel, puis après je vais avoir terminé, mais à la Fondation, on travaille beaucoup sur des sujets d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Et il y a quelques semaines, l'ADI a sorti une étude assez intéressante sur le sujet qui montre qu'il y a des freins spécifiques à la création d'entreprises quand on est une femme en France. Par exemple, l'accès au financement. En France, les femmes ont 2 fois plus de chances de se voir refuser un prêt que les hommes pour lancer leur projet entrepreneurial. Et puis, il y a plein d'autres freins à garder en tête, comme l'articulation des temps de vie, qui est plus compliquée pour les femmes, le manque de confiance en soi, le manque de soutien de l'entourage, le sexisme, etc. Donc, en fait, on se dit que sans action spécifique sur ces freins, quand on travaille sur les sujets d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, on prend le risque de mettre en place des programmes qui ne vont pas être égalitaires. Donc, il faut vraiment une transversalisation d'une démarche soucieuse de l'égalité des sexes. Parce qu'à nouveau, il n'y aura pas de développement durable sans égalité entre les sexes. Une société qui marche bien, c'est une société vraiment qui marche sur ses 2 jambes. Voilà. Donc, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'une fondation Raja, d'un fonds pour les femmes en Méditerranée, d'une fondation des femmes, d'une fondation L'Oréal, d'une fondation Chanel, pour vraiment travailler directement sur certains sujets et travailler avec les femmes.
Mais on veut aussi et on a besoin de sortir de l'entre-soi sur ces sujets, de brasser plus large, de mobiliser et d'impliquer d'autres fondations qui n'ont pas toujours conscience qu'au quotidien, elles aussi, elles travaillent sur ces sujets. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui et ce qu'on avait envie de vous dire avec Julia, Sophie et tous les représentants et représentantes des autres fondations qui ont envie de travailler sur cette coalition. C'est rejoignez-nous, ça vous concerne aussi. Et en plus, c'est vraiment des sujets passionnants. Je te laisse conclure, Julia. Oui, merci Marion, merci Sophie. Je vais être très brève, je crois que l'essentiel a été dit, ça ne sert à rien de faire des redites, mais voilà, c'est vraiment ce message-là de main tendue qu'on voulait passer. L'importance de la traçabilité. Oui. Ça passait pas très bien d'un coup. Allô? Vous pouvez reprendre, Julia, on a coupé, ça a coupé ce que vous disiez. Vous m'entendez? Allô? Voilà, ça va là. Ah, il y a une petite coupure. Désolée, vous m'entendez mieux? Très bien. Donc, je disais, je vais faire une conclusion très rapide parce que beaucoup de choses ont été dites et c'est pas la peine de passer trop de temps aux redites. L'idée, c'est vraiment cette main tendue de la coalition vers tous parce que c'est un sujet transversal et c'est un avancer tous ensemble et pour qu'on puisse vraiment faire avancer cette égalité et pas simplement la laisser entre les mains de certaines. Et que on est encore en phase de construction, donc en plus c'est assez chouette puisque les bases ne sont pas tout à fait posées et que toutes les idées sont les bienvenues et que toutes les forces de proposition vont nous permettre d'avancer collectivement. L'un des sujets qui est, pour vous donner un exemple concret, l'un des sujets de réflexion qu'on a actuellement avec la coalition, c'est pourquoi pas de s'entraider pour cofinancer une étude sur l'impact du genre dans des thématiques qui ne sont pas genre. J'entends par là, par exemple, quel est l'impact du genre dans toutes les problématiques d'accès à l'eau potable ou d'accès à tous les problèmes sanitaires et de santé. Quel est l'impact du genre, avoir une espèce d'étude qui remet le genre dans toutes les thématiques pour que tout le monde puisse avoir un réel intérêt dans cette étude et aller chercher des informations sur son domaine d'expertise. Donc tout ça est une main tendue pour venir réfléchir à des actions concrètes et impactantes qu'on pourrait avoir en commun pour essayer de faire sauter un peu les cases thématiques de cette question. Merci à tout le monde. Très bien, écoutez, merci. Mais une question que je voulais poser, il y avait deux questions que je voulais poser. Vos relations avec la Fondation des femmes, mais Marion en a dit un mot puisqu'ils font partie de la coalition, mais vous devez avoir des relations bilatérales aussi probablement. La deuxième question que je voulais poser simplement, c'est votre titre, parce que vous êtes le Fonds pour les femmes en Méditerranée. Et comme on est dans un cercle international, je voulais savoir ce que recouvrait ce en Méditerranée. Ça veut dire tout le bassin maghrébin, tout le, je sais pas. Alors, oui, c'est tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Tous les pays qui ont... Mais vous avez déjà des relations avec ces gens, avec des fondations locales ou des associations locales? Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, le fonds travaille depuis 2008 avec différentes organisations locales, donc des associations, des fonds, des collectifs, des personnalités féministes qui travaillent à toutes les questions genre et égalité femmes-hommes. Donc c'est un réseau qui est vraiment constitué dans tous les pays autour du bassin méditerranéen. Quel est votre budget? Le budget annuel? Oui. Alors, attendez. Environ, je sais pas. Cette année, on est autour de 1,6 million. 1,6 million. D'accord. Et c'est des financements qui vous viennent d'où? Ce sont essentiellement des financements qui viennent de fondations privées. Marion Ducan. Ah, pardon, oui. C'est essentiellement des financements qui viennent de fondations privées internationales, de fonds féministes aussi internationaux. Et on a quelques fondations privées françaises et quelques fondations d'entreprises françaises. Mais nos financements viennent plutôt de l'étranger. Très bien.
Merci pour la clarté de la connaissance de votre organisation. On arrive au terme de notre discussion 32. On avait dit 30, mais on a quand même la place pour une ou deux questions si elles sont existantes. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous... Bon, en tout cas, je note que, le Centre français permet les cercles qu'ils ont une activité et que le Centre français aussi... Et peut-être, je ne sais pas si c'est pareil pour la coalition, c'est la coalition du climat est au Centre français des fondations. Je ne sais pas si la coalition pour les femmes dont parlait Marion, où elle est abritée, quelle forme elle a, etc. Ça serait peut-être intéressant de nous dire quelle est la forme structurelle de ça, s'il y en existe une. Julia, tu veux répondre à ça ou tu veux que... Je te laisse la parole. Ok, pour l'instant, on a vraiment commencé à se rassembler entre membres du CFF intéressés sur les sujets et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on demande à créer un cercle ou est-ce qu'on part plutôt sur une coalition? Et on s'est dit qu'une coalition, c'était plus pertinent, un peu pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Mais maintenant, les prochaines étapes, c'est de se retrouver à nouveau et de voir vraiment comment on enclenche les choses. On n'a pas encore de forme réelle. D'accord. On est au lancement. Ok. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'ai vu dans le blog, les questions là, à droite de mon écran, quelqu'un demande à Isabelle qu'elle répète quel est le second partenariat qu'elle a avec l'ONG sur l'école. Mobile School. C'est Mobile School que vous trouverez sur Internet. Benoît Miribel vous refait un appel sur l'alternative humanitaire en donnant le site Internet. Et puis, voilà, je ne vois pas d'autres questions qui sont posées. Tac, tac. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie infiniment les uns et les autres, beaucoup les unes et les autres, et le genre étant représenté par 3 personnes. Et sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée, des bonnes vacances, reposez-vous bien, travaillez bien. Le cercle, on retrouvera le cercle dans le dernier trimestre de la rentrée. On est en permanence, on réévalue l'agenda en fonction de l'actualité des besoins, mais je vous rappelle aussi que le cercle n'est que l'émanation de ces participants. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir évoqués dans le cercle, n'hésitez pas à contacter Anne ou à m'en faire part. C'est vous qui donnez la dynamique de cette affaire. Donc, merci à tous les intervenants d'être intervenus. Merci à tous les participants d'avoir participé. Encore un mot dans la recherche. Tout à l'heure, on a cité Alternative. Vous trouvez sur le site de Médecins sans frontières le CRASH, qui est un centre de recherche aussi sur des questions humanitaires et qui évidemment est en relation avec Virginie régulièrement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et j'espère que ça vous aura satisfait. Oh, je vois un joli petit cœur qui nous est venu de Anne-Sophie Thomas. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.